Nous allons analyser avec notre invité le temps fort de l'actualité avec Francis Tchibalabala, qui est vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK en sigle. Nous allons savoir un peu, en tout cas, ses points de vue par rapport à ces différents sujets d'actualité. Très heureuse donc de vous recevoir, M. Tchibalabala. Merci beaucoup. Comment ça se passe à l'APK? Est-ce que vous avez déjà promulgué quelques édits? Parce que ça fait déjà... Ça fait d'ici là une année que vous êtes en place déjà. En effet, ça se passe très bien. Comme vous le savez, l'Assemblée provinciale n'a pas pour mission seulement de voter des édits, mais il y a aussi la mission de contrôle. Et s'agissant des édits, nous avons déjà un édit qui est à notre actif, les plans directeurs du transport urbain qui est déjà dans notre actif, mais il y a trois propositions d'édits qui sont au niveau de la PAJ en ce moment, parce que dès que la PAJ termine le travail, va nous renvoyer cela pour que nous puissions l'adopter en plénière. Donc, en dehors de ces édits, nous avons aussi de l'édit qui a déjà été adopté, des propositions d'édits qui sont en examen. Il y a également des contrôles. Il y a plusieurs commissions de contrôle qui ont été instituées, dont les rapports sont déjà au niveau du bureau, qui seront bien entendu Donnez-nous prochainement l'exemple validés. d'une mission de contrôle. Vous avez contrôlé qui, par exemple? Il y avait une commission qui est descendue au marché des libertés, par exemple. Il y a une commission qui est, au moment où nous parlons, au niveau de la DGRK. Il y a d'autres missions qui sont en train de contrôler les communes, qui sont en train de... Il y a d'autres qui sont au niveau de marché urbain, bien entendu, et même certains centres Contrôler de les santé. taxes ou contrôler La gestion, la c'est-à-dire gestion les des... entrées, les Ah, dépenses, ok. etc., les nombres de personnel, l'enveloppe globale, donc l'enveloppe salariale, etc. Donc les contrôles global sur les gestions justement de ces différents services publics de la ville. La session est budgétaire. Est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa ou le gouvernement de Kinshasa a déjà déposé son budget à l'Assemblée provinciale? Jusqu'ici, non. On attend bien entendu les projets du budget, donc les projets des dits budgétaires qui ne nous est pas encore parvenu. Mais je crois que le gouverneur est en train de s'y Nous plancher. sommes déjà au mois de Il est en train novembre, de... Francis Chibalabala. C'est pas en retard, là? Parce que je sais que c'est ça qui a fait partir un des gouverneurs, si je ne me trompe pas, du Lomami. Je ne Est-ce qu'il n'y pense a pas un pas. timing précis pour déposer Non, non, ce non, budget? notre règlement ne prévoit pas un temps. Nous sommes pendant la session budgétaire parce que la session budgétaire va du mois de septembre au mois de décembre. Donc, étant donné que nous sommes encore pendant la session, nous osons croire que le gouverneur, dans les jours qui viennent, va nous faire parvenir justement son projet d'édit budgétaire. Donc, nous avons encore le temps. On a pratiquement Encore un un mois, mois et un demi, mois et hein, demi. un mois et demi Est-ce que pratiquement. pour que la ville puisse redémarrer, il nous faut à peu près combien pour le budget pour la ville de Kinshasa? Bon, Vous estimez à moi combien pour que quelques projets puissent être réalisés dans la ville de Kinshasa? nous sommes autorité budgétaire, bien entendu, mais c'est l'exécutif qui gère la ville au quotidien, qui connaît les problèmes qu'il y a dans la ville, qui connaît quand même, qui a une image globale de dépenses, des entrées, etc. C'est à elle, donc je fais allusion à l'exécutif provincial, au gouverneur de la ville, l'autorité qui est là pour exécuter, pour gérer au quotidien la ville, bien entendu. Donc les gouverneurs, l'exécutif provincial en général, ce sont eux qui connaissent mieux les chiffres, qui connaissent mieux les problèmes que la ville connaisse, qui connaissent mieux les entrées et les dépenses, qui pourront, bien entendu, nous proposer un montant. Mais nous, en tant qu'Assemblée provinciale, nous allons aussi examiner ces budgets proposés par l'exécutif provincial par rapport aussi à certaines données que nous détenons en tant Un internaute m'a dit qu'organe de vous poser, délibérant. quand vous êtes l'autorité budgétaire, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, un des grands problèmes de Kinshasa, c'est les érosions et les inondations après les pluies. En effet, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme précaution? Parce que les pluies, c'est pas encore fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez prévu pour que ces inondations ne puissent plus être récurrentes dans la ville de Kinshasa, les érosions, les pluies, les inondations, les morts d'hommes après les pluies? Bon, il n'y a pas que ça comme problème, parce qu'il y a aussi le problème de l'insécurité. Comme vous le savez, les érosions, c'est bien, mais l'insécurité cause des morts dans la ville de Kinshasa, c'est ce qui est plus grave. Et je crois que en tant qu'organe des contrôles, organe délibérant de la ville, nous avons formulé des recommandations au gouverneur pour qu'il puisse vraiment mettre de l'action
là-dessus. Les érosions, c'est vrai qu'on enregistre des érosions, c'est dû aussi au fait que il y a parfois des constructions, nous construisons dans des endroits des constructions anarchiques, dans des endroits où on ne peut pas construire. Il y a aussi des problèmes de canalisation d'eau, parce que quand les eaux de pluie ne trouvent pas une voie par laquelle elles peuvent être cheminées jusque peut-être dans une rivière, elles causent naturellement des dégâts. Donc ce sont des choses qu'il faut vraiment solutionner au plus vite, parce que on a enregistré depuis un certain moment plusieurs cas des cas des érosions qui ont causé même de pertes en vies humaines, et on ne doit pas continuer comme ça. Bon, il y a aussi des problèmes de canalisation d'eau, comme je viens de le dire tantôt ici. La ville de Kinshasa n'a pas vraiment respecté des conditions urbanistiques pour faciliter justement ces genres dans l'écoulement des eaux, parce que quand il pleut, les eaux stagnent, etc. Donc ça cause vraiment des sérieux problèmes. Et je crois qu'avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat, les ministres des Affaires foncières, ils vont trouver une solution par rapport à cette situation-là. Nous prenons le tout premier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler du bras de fer UDPS-FCC par rapport aux effigies. Cette semaine, il y a eu beaucoup d'effigies brûlées, en fait pas beaucoup, mais l'effigie du chef de l'État honoraire et du nouveau chef de l'État brûlées. Et nous allons suivre aussi la réaction du gouverneur de Lualaba par rapport à ce dossier-là des effigies brûlées. Tout a commencé samedi à Kinshasa. Le portrait de l'ancien président Joseph Kabila, situé dans la commune de la Gombe, a été mis en feu par des présumés militants du parti au pouvoir. S'en suivra la réaction de militants du PPRD là-bas. Aussitôt appris la nouvelle, la réplique de l'UDPS Lualaba n'a pas tardé. Il sied de noter qu'à la suite d'une vidéo montrant l'effigie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi en feu, Jean-Marc Kabound, ancien secrétaire de l'UDPS, a annoncé l'arrêt des discussions entre le FCC et le CACH s'agissant de la répartition et partage des entreprises publiques du portefeuille. Le gouverneur Mouyej Monguez-Mons n'y est pas allé par le dos de la cuillère pour s'insurger contre les actes de vandalisme enregistrés le samedi 9 novembre dans la ville de Kolwezi. Des actes à la fois irrationnels, indignes et intolérables, menaçant gravement la paix et la stabilité du pays. C'est une honte qu'un parti politique qui s'est dit adhérer à la culture de la démocratie déchire les effigies des présidents de la République. Qu'il s'agisse de ceux qui ont déchiré, qui se sont attaqués aux effigies de l'ancien président de la République, ou de ceux qui, par vengeance, voulaient s'attaquer aux effigies de l'actuel président de la République, c'est un coup de folie qui doit s'arrêter tout de suite. Les PPRD a des dirigeants politiques, l'UDPS a des dirigeants politiques. Il faut que ceux qui se disent dirigeants encadrent leurs militants. C'est ça l'essence du civisme, de l'éducation civique. Et ceux qui ont fait l'attaque, qui ont pris l'initiative de commettre des actes de destruction, et ceux qui ont fait l'esprit de vengeance, qui ont manifesté l'esprit de vengeance en tant qu'autorité provinciale, je condamne et je n'accepterai pas ça. À qui profitent les violences aveugles visant l'implosion de la coalition FCC-CACH au pouvoir, en tout cas pas à la nation congolaise, à l'aube de cette première alternance politique réussie en RDC. D'où la convocation de ce lundi des dirigeants de l'UDPS et du PPRD, parti ténor de la coalition FCC-CACH, appelés à plus d'encadrement, responsables et citoyens de leurs bases respectives. Francis Chibalabala, je sais que vous êtes de l'UDPS. En effet, madame. Exactement. Et on vous reproche, vous les hauts cadres de l'UDPS, de n'avoir pas expliqué à la base les tenants et les aboutissants de cette coalition FCC
cache. Vous, peut-être les autorités, vous connaissez, mais pas la base. Pourquoi la base veut l'éclatement de cette coalition? Bon, vous savez, madame, nous sommes UDPS. UDPS, c'est un parti politique qui a toujours prôné les libertés d'expression, les libertés de pensée, etc. On n'empêche personne de réfléchir au sein de notre parti politique. Plusieurs fois, les avis sont vraiment divergents que ce soit entre cadres et militants. Ce sont des choses, nous nous sommes habitués comme ça. On nous a habitués comme ça, parfois contester les décisions de certaines autorités, mais on doit abandonner ces genres de comportements. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. En effet, parce que nous sommes au pouvoir aujourd'hui, on doit quand même changer notre manière de voir les choses. Tous les membres du parti savent que nous sommes en coalition avec le FCC. En coalition, pourquoi? Parce que nous n'avions pas, nous UDPS qui avons le président de la République, nous n'avons pas une majorité au sein de 2 chambres du Parlement. Et étant donné que c'est le FCC qui a la majorité, nous sommes obligés de coaliser avec les FCC pour naturellement avoir un gouvernement et un programme commun de gestion. C'est vrai que certains de nos militants voient cela d'un très mauvais œil. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, madame, nous avons passé pratiquement 37 ans dans l'opposition. Et pendant que nous étions dans l'opposition, nous avons subi toutes sortes de traitements, bien entendu. Il y a certains de nos militants qui ont payé de leur vie. Il y a certains qui ont perdu certains membres de leur corps. Il y a certains qui ont perdu du travail, etc. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut facilement oublier tout ce que nous avons vécu comme traitement cruel de la part des différents régimes, parmi lesquels les régimes passés. Donc cette réaction est parfois justifiée, mais nous sommes dans un état de droit, bien entendu, nous sommes en train de condamner la justice privée. Donc nous ne sommes plus à l'époque de la justice privée. Si certains compatriotes ont des griefs contre les régimes passés, bien entendu, ils doivent en référer à la justice pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Donc nous condamnons ces genres de comportements, mais aussi il faut que ça soit noté que nous, étant de l'UDPS, nous n'accepterons pas qu'il y ait un groupe de gens qui désacralisent la fonction présidentielle seulement parce que les présidents de la République... Est-ce que cette effigie-là, c'est vrai, beaucoup de gens disent, est-ce que l'effigie ou les effigies, en fait, sont des signes du pouvoir, comme le drapeau, comme la monnaie ou quelque chose comme ça? L'effigie n'est qu'une simple photo, c'est une question vraiment terre à terre. Pourquoi vous dites que non, ils ont atteint l'honneur du président en brûlant les effigies? Et on vous dit d'ailleurs de vous dire que vous le faisiez aussi à l'époque, vous brûlez l'effigie de Kabila, vous brûlez l'effigie de Mobutu. Alors pourquoi aujourd'hui, si on brûle l'effigie de Félix-Antoine Tshisekedi, vous en faites tout un problème? C'est une façon de s'exprimer. Je crois que vous avez suivi le propos du président Kabound. Il n'avait nullement fait allusion à l'effigie. Il a tout simplement dit qu'il y a un groupe d'individus, un groupe de gens qui sont en train de combattre le président de la République, de les critiquer, de tout faire pour que le président ne puisse pas présenter à la fin de son quinquennat un bilan qui soit élogieux. C'est pourquoi il a mis en garde tous ceux-là qui sont avec nous dans la... Non, en effet, ce n'est pas la Mouka que je sache, peut-être, que ce soit la Mouka ou que ce soit vos partenaires. Il a indexé nos partenaires, des gens qui sont avec nous dans la coalition. On ne peut pas comprendre, parce qu'il faudrait que l'opinion retienne que nous avons un programme du gouvernement commun. Nous sommes dans une coalition, le FCC a la majorité, nous n'avions pas la majorité parlementaire, voilà pourquoi nous sommes obligés de coaliser. En coalition, bien entendu, on a élaboré un programme commun de gouvernement. Il est vraiment paradoxal que les gens avec qui nous avons élaboré le programme du gouvernement nous critiquent, nous mettent encore des pots de bananes sur les chemins pour que nous échouons. Moi, je crois que c'est vraiment inconcevable. Et c'est un comportement qui va desservir les Congolais parce que, comme vous le savez, les Congolais ont vécu dans une misère incommensurable. Les Congolais ont beaucoup de problèmes qui doivent être solutionnés par ces gouvernements. Ce n'est pas dans des querelles enfantines, des querelles inutiles que nous allons répondre aux attentes des Congolais, que nous allons relever les différents défis. D'ailleurs, le cardinal Ambongo l'a dit ce dimanche, il faut qu'on évite ces querelles vraiment, comme vous avez dit, enfantines. Mais
La décision de Jean-Marc Kaboun d'arrêt des discussions par rapport au partage des entreprises et tout ça, est-ce qu'il a le droit, lui, de dire cela? Est-ce que c'est... Bon, il avait dit il qu'il ne sait pas suspendait. qu'il est vice-président d'une institution. Là, il parle en tant que qui? En tant que SG de l'UDPS ou en tant que vice-président il a double casquette. Ça prête à confusion. Il a double casquette. Il est premier vice-président à l'Assemblée nationale. Il est aussi président ad interim de l'UDPS. Donc le meeting concernait l'UDPS, nous concernait nous, Donc là, et il s'est présenté aux combattants comme étant président de l'UDPS. Il a pris une position par rapport à l'UDPS. Donc ça n'a rien à voir avec ses fonctions officielles qu'il assume à l'Assemblée. D'ailleurs, nous allons continuer avec cela. Le deuxième condensé, c'est d'ailleurs les réactions des membres du FCC par rapport à ces propos de Jean-Marc Kaboun et la réaction de l'UNC par rapport à l'an 1 de la désignation du candidat commun de l'opposition. Réponse du berger à la bergère. Le Front commun pour le Congo, famille politique du président honoraire Joseph Kabila, condamne avec fermeté le message du président intérimaire de l'UDPS à l'occasion de la célébration de la journée de la base. Dans une déclaration commune lue par Michel Bongongo, le FCC note que les propos tenus par Jean-Marc Kaboun risquent de plonger les pays dans une crise politique et institutionnelle. Les propos tenus ce jour par l'honorable Jean-Marc Kaboun, président AI de l'UDPS et premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale. À ce sujet, la conférence des présidents du FCC fait la déclaration suivante. Le FCC condamne avec la dernière énergie les propos outranciers, provocateurs, irresponsables, diffamatoires et injurieux à l'égard de son autorité morale et de l'ensemble de ses membres. Propos de nature à plonger le pays dans une grave crise politique et institutionnelle. Ici est de rappeler que le samedi 9 novembre dernier, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, les effigies du président de la République Félix Tshisekedi avaient été brûlées en représailles de celles de Joseph Kabila, attaqué à Kinshasa. Tiens ici par rendre un hommage aux deux personnalités, leurs excellences Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui avaient posé cet acte louable en retirant leur signature de l'accord de Genève. En effet, ils venaient de démonter tout simplement un complot ourdi contre le peuple. Parce que l'opinion congolaise savait qu'il fallait demander à ce qu'on puisse avoir un candidat commun. Et il était connu de tous, et même avant Genève, que les candidats seraient l'un des deux puissants, c'est-à-dire Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe. Les deux candidats qui pesaient, parce qu'il y avait certaines conditions qui avaient été données. Il s'agissait que le parti soit une assise nationale, que les personnalités, que la personnalité qui serait choisie soit un rassembleur. Maintenant, on n'a pas compris, quand ils se sont rencontrés à Genève, les règles du jeu ont changé juste pendant la réunion. Et on a dû trouver le plus faible de tous pour qu'il soit candidat commun de l'opposition. Alors que le peuple est en train de vouloir les changements. Ces candidats ne pouvaient pas faire face au FCC. Voyez-vous, c'est pour ça que ces deux personnalités avaient estimé qu'il fallait retirer tout simplement leur signature pour ne pas trahir le peuple.
Francis Tchibalabala, nous avons suivi les qualificatifs que les membres du FCC ont donnés aux propos de M. Kabound, des propos provocateurs, outranciers, diffamatoires, injurieux, par rapport à leur autorité morale. C'est ça aussi le hic dans cette question. Est-ce que Jean-Marc Kabound n'est pas un peu trop, comment je peux dire, trop chaud? Deux fois, il ne se rend pas compte que vous êtes partenaire. Comment il se présentera demain devant ses partenaires à l'Assemblée nationale? Parce que les gens le disent, c'est grâce au FCC qu'il a été élu premier vice-président à l'Assemblée nationale. Comment injurier ses propres partenaires, tenir des propos comme ça, outranciers, provocateurs par rapport à ceux qui vous ont élu? Bon, moi je crois qu'il faut passer au peigne fin le propos du président Kabound. Dans nulle part, au cours de son speech, il a injurié les présidents Kabila. Moi, je crois que le président Kabila, c'est un ancien président de la République. Le président Kabound a beaucoup de respect à son égard par rapport à son statut d'ancien président. La base va faire quitter Kabila, va faire exiler Kabila. Il n'a pas injurié. Les gens vont nager, vont apprendre à nager. Il n'a pas cité le nom du sénateur Kabila. Là, il faudrait que les gens, l'opinion soit fixée. Parce qu'on est en train lui imputer certains propos qu'il n'a pas tenus. Il n'a cité personne dans son speech. Il a juste fait des illustrations par rapport à ce qui pouvait ou qui pourrait advenir. Mais les gens sont si jamais si vous ne citez si pas, jamais on n'y prenait pas garde. Parce que nous avons besoin de la paix. Les sénateurs Kabila et les présidents Félix Tshisekedi, ils se sont mis ensemble pour travailler pour l'intérêt du Congo. Le président Kabila a une majorité à l'Assemblée et grâce à cette majorité-là, nous sommes dans la coalition. Ce n'est pas pour mettre en mal les intérêts des Congolais, c'est pour travailler pour les intérêts des Congolais. Et ce genre de choses, pour nous, nous considérons que ça ne nous fera pas avancer. Ce n'est pas intéressant, mais c'est que l'opinion doit retenir que le président Kabound n'a pas insulté. Il a juste donné des illustrations par rapport à ce qui pouvait venir et tout. Et il a même appelé au bon sens nos partenaires, parce que ils doivent pas. C'est ce que je suis en train de relever tantôt ici. Nous sommes dans une coalition et à la fin du mandat du président, il est certes vrai qu'il sera les seuls comptables envers les Congolais, mais tous ceux qui ont participé dans la gestion pendant ces mandats aussi vont porter la responsabilité si jamais il y aurait échec à la fin du mandat du président. Donc ils doivent savoir que non seulement le président est en train de jouer justement sa survie politique, parce que certainement il aura le velléité de rempiler, mais aussi ceux qui sont au gouvernement, ils doivent présenter un bilan chacun dans son ministère, chacun dans son portefeuille. Vous comprenez? Exactement. Donc ces guerres intestines, ça ne nous avance pas. Donc il ne faudrait pas... effectivement, heureusement, le président de la République n'est pas distrait par ces genres de choses. Il est en train de travailler pour l'intérêt des Quinois. Il sait que ce sont les Congolais qui l'ont amené là où il est actuellement. Et il sera rédévable qu'aux Congolais et non à un groupe d'individus ou aux partis politiques. Cela relève la problématique de compiler les fonctions en fait, d'avoir deux fonctions qui sont deux fois vraiment très opposées. Parce que quand il est secrétaire général ou président AI de l'UDPS, il a une autre posture. Il peut tenir, on sait comment vous parlez vous à l'UDPS, mais il est en même temps vice-président d'une institution vraiment qui doit être neutre, le temple de la démocratie. Alors, c'est pour cela qu'on demande deux fois, même en Occident, quand vous accédez à certains postes, de laisser un peu le rôle dans les partis, parce que les partis, de toute façon, c'est une partie. Il s'adresse à une partie de la population. Mais en tant que vice-président, il représente tous les Congolais. C'est ça la problématique. Pourquoi ne pas dissocier ou laisser la présidence de votre parti à quelqu'un d'autre qui peut s'enflammer, qui peut tenir des propos comme il veut, mais il n'aura pas de compte à rendre devant les députés. Parce qu'aujourd'hui, les députés du FCC ont demandé, on l'a suivi, que Jean-Marc Kabound s'excuse publiquement par rapport à ses propos. C'est pour cela que moi je pose la question. Quelle est la posture aujourd'hui de Jean-Marc Kabound quand il rentrera? Parce qu'il est au Rwanda aujourd'hui. C'est vraiment de l'amalgame. Hein. C'est vraiment de l'amalgame. Ces deux fonctions ne sont pas incompatibles. C'est incompatible. Non. Au regard de notre constitution, les deux fonctions qu'occupe... Mais des questions éthiques.
qu'occupent d'une les façon présidents Kabound ne sont pas incompatibles. Donc il s'est prononcé en tant que président de l'UDPS, mais quand il est en officiel, il ne peut pas tenir de propos partisans, par exemple. Ça maintenant? Non, mais, comment les gens du FCC maintenant réagissent par rapport à cela? Non, c'est là où j'ai dit que c'est de l'amalgame. Donc ils ne doivent pas considérer que la fonction qu'il assume en tant que premier vice-président de l'Assemblée, c'est-à-dire cette fonction-là doit l'empêcher de faire une déclaration en tant que président d'un parti politique. Vous accepterez que, si, Janine Mabunda, excusez-moi, est-ce que vous accepterez que le président de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, qui est du PPRD, puisse tenir les mêmes propos? Elle n'a pas une fonction, je ne pense pas qu'elle a une fonction au sein du PPRD. C'est ça la différence qu'il y a entre elle et les présidents Kabound. Mais il est en même temps les représentants du cash dans les négociations avec les FCC. Mais pourquoi on lui a jamais renié cette qualité-là du président haï de l'UDPS? Donc, est-ce que vous ne réfléchissez pas pour le remplacer, pour le laisser un peu libre de ne pas porter sur son dos le poids de l'UDPS en étant vice-président de l'Assemblée nationale? Du moment que lui-même considère qu'il a les épaules larges pour assumer ses deux fonctions, je crois qu'on les laisse. Et puis il est en train de gérer très bien, de cumuler ces deux fonctions sans problème. Donc sans problème. Mais à l'UDPS, il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui peuvent assumer cette fonction-là. Les jours où le président haï du parti trouvera que voilà, il est maintenant chargé par rapport à sa fonction au sein de l'Assemblée nationale et qu'il faille démissionner au niveau du parti, je crois qu'on va pouvoir à son remplacement par les billets, bien entendu, d'un congrès. D'une façon vraiment froide, sans parti. Est-ce que le cumul des fonctions n'est pas aussi une sorte de pesanteur? Bon, le cumul des fonctions. Personnellement, je dis les législateurs ou les constituants. Je fais allusion à la Constitution, en disant que la fonction des députés n'est pas incompatible avec, par exemple, la fonction au sein d'un parti politique. Il avait, bien entendu, évalué les résolutions pour et contre avant que cette Constitution soit adoptée. Et moi, je crois que du moment qu'il n'y a pas incompatibilité, ça ne pose pas un problème. Mais individuellement, si je trouve, par exemple, qu'il y a conflit d'intérêts par rapport aux fonctions que j'assume, je dois individuellement démissionner. Mais étant donné qu'il n'y a pas un texte qui me contraint à le faire et que je me rends compte que j'ai suffisamment de capacité pour assumer ces deux fonctions, je ne vois pas des raisons légitimes de démissionner. Francis Chibalabala, les députés du FCC n'ont pas, en tout cas, raison de demander ces excuses publiques. Bon, ça doit se faire. Si excuse il y en aura, par exemple, ça doit se faire dans un cadre de la coalition, en dehors des institutions. Il faut faire un parallèle entre les formations politiques dont nous sommes émanation et les fonctions officielles que nous assumons, les charges de l'État que nous assumons. Donc, et ils l'ont fait dans un cadre officiel, alors qu'en principe, ils auraient dû le faire dans le cadre de la coalition FCC-CAS. Et pas du tout médiatisé. Et le président Kabound, je crois que... parce que si... Est-ce que c'est vrai qu'il a répondu qu'il ne le fera pas, qu'il préfère se tuer pour... il ne présentera jamais ses excuses? Vous savez qu'il est en mission officielle en ce moment. Il est en train de servir la République. Donc, quand il sera de retour, il va bien entendu se prononcer par rapport à cela. Mais aussi, nos amis du FCC, les députés qui ont fait cette déclaration, je ne pense pas qu'ils ont reçu les quitus du président Kabila. Et c'est peut-être des gens qui sont en quête des positionnements, etc. Ils veulent plaire à l'autorité morale. Ils font ce genre de déclarations. L'opinion doit retenir que le président Kabound est devenu premier vice-président de l'Assemblée nationale par le fait de la coalition FCC-CAS. Non, nous sommes dans une coalition. La majorité peut basculer d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas une majorité statique, bien entendu. Vous comprenez? C'est dans le cadre de la coalition. Nous sommes, sur le plan numérique, nous sommes majoritaires. Et grâce à cette coalition, qui a eu l'élection et de la présidente Janine Mabunda, du président Kabound, etc. Donc, c'est dans le cadre de la coalition. Moi, personnellement, je pense qu'il serait logique que la coalition FCC-CAS demande au président Kabound
de présenter des excuses si jamais il y a eu des insultes. Okay. Mais je crois que ces propos n'ont pas été teintés d'insultes et il ne faudrait pas pourrait-il perdre son poste en faire une montagne tout simplement. Mais nous sommes, du moment que, comment va-t-il perdre le poste? Parce que nous sommes dans la coalition. On n'a pas rompu cette coalition. Comment va-t-il perdre ces postes-là? Je trouve que c'est vraiment, c'est inexplicable. Il va perdre ses postes comment? Parce que nous sommes dans la coalition et que notre coalition continue. Vous avez suivi les propos du président de la République. Donc il est pour cette coalition. Donc étant donné que le président Kabounda a été élu grâce à cette coalition-là, je ne vois pas comment il va démissionner, je ne vois pas comment il sera destitué. L'an 1 de la désignation du candidat commun, on se rappelle tous, hein, c'était l'année passée, tout ce qui s'est passé à Genève. Pour vous, en tout cas, devoir de mémoire, ça a été une bonne chose que le président Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe aient retiré leur signature. Le monsieur qu'on a suivi tout à l'heure, le compatriote, a dit qu'on a choisi le candidat le plus faible. Hein, c'était Martin Fayoulou. Bon, pour lui, Martin Fayoulou était le candidat le plus faible qu'on a choisi. Pour vous, c'était vraiment, avec le recul du temps, une bonne chose, ce retrait des signatures? Moi, je crois que d'ailleurs, vous avez vous-même suivi qu'au sein de l'UDPS, nous avions célébré cette journée. Et cette journée sera commémorée tous les ans. C'est-à-dire, pour nous, grâce à cette journée-là, grâce aux combattants, grâce à la pression de la rue, bien entendu, les présidents de la République avaient retiré sa signature. Sans cette journée, on n'aurait pas un président issu de l'UDPS. Madame, il vous souviendra que lorsque les candidatures étaient retenues à la CENI, il y avait des candidats qui étaient favoris, il y avait d'autres qui étaient des outsiders. Et les candidats présentés par la coalition La Mouka étaient un outsider. Ils ne pouvaient pas gagner les élections sur le plan de l'ancrage national, etc., sur le plan de la popularité, ils ne pouvaient pas. Donc Genève, c'était un plan ourdi contre les Congolais. Aujourd'hui, les Congolais sont fiers d'avoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Il est en train justement de faire rayonner la République à travers le monde. Il y a des changements notables au sein de notre pays, donc au sein de la République. Donc je crois que cette journée mérite vraiment beaucoup de qu'on la célèbre avec emphase, parce que c'est grâce à cette journée que nous avons, nous, UDPS, la présidence de la République. Nous avions toujours dans notre hymne chanté que UDPS vaincra, et aujourd'hui que nous sommes au pouvoir, il est certes vrai que nous n'avons pas complètement vaincu, parce que nous sommes un parti qui a toujours prôné le bien-être social. Et étant donné que cela n'est pas encore au rendez-vous, nous estimons qu'on n'a pas encore vaincu et nous sommes dans les processus, nous allons vaincre dans les jours qui viennent. Vous avez suivi les propos de Dounia, moi je l'ai suivi personnellement. Il a dit si le président Félix Antoine Tshisekedi est président aujourd'hui, c'est pas grâce à la CENI, c'est grâce au président Kabila. Est-ce vrai? Bon, moi je crois que ce sont des propos irresponsables. Irresponsables pourquoi? En tant que politique, nous nous devons de tourner notre langue plusieurs fois avant de faire des déclarations. Déjà, la déclaration de la personne dont vous venez de citer jette même un discrédit sur la CENI et sur le président Kabila, par exemple. Donc, Douni avait nous faire croire que la CENI n'était pas indépendante, que la CENI était dirigée par le président Kabila, que la cartographie politique décidée qu'il y a à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales, etc., sont le fruit du président Kabila. Il ne faut pas quand même tenir des gens de déclarations. Vous comprenez? Donc la CENI, c'était un organe indépendant, bien entendu, et la CENI a publié les résultats sortis des urnes, et la cartographie que nous avons aujourd'hui, ça reflète bien entendu des véritables résultats sortis des urnes. On ne doit pas cracher sur la CENI. C'est vraiment pas responsable en tant que politique. Bon, c'est ça que je dis. Il y a certains politiques qui pensent qu'il faut des déclarations comme ça pour faire plaire à l'autorité morale, pour que si jamais il y a une opportunité, qu'on puisse penser à lui. Y a-t-il rupture aujourd'hui? Parce que Jean-Marc a dit il y a suspension. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui un conflit? Non, il avait suspendu, mais la suspension a été levée parce qu'il a dit que... mais c'est lui qui avait suspendu, non? En vertu du principe de parallélisme de forme et des compétences, il a suspendu. Et lors de son speech, il n'a pas dit qu'il maintenait la suspension.
Il n'a pas subi des pressions, non? Non, pas du tout, parce qu'il a justement mis en garde ceux-là qui ne veulent pas que cette coalition réussisse. Parce que ceux qui sont en train de mettre les pots de banane sur le chemin du président, ceux qui mettent des pots et des bâtons dans le roue du président pour qu'il échoue, ils sont en train de creuser leur propre fosse, leur propre tombe, bien entendu, parce que nous sommes dans une coalition et à la fin de ces mandats, nous serons tous comptables. Il est certes vrai que le président, c'est lui qui a été élu, c'est lui qui a les soutiens de toute la population, qui a reçu les mandats de toute la population, mais chacun de ministres, aujourd'hui par exemple, les gens disent que le président Kabila, son bilan était moche par exemple, mais il n'y a pas que lui, il avait ses collaborateurs, tous ceux-là qui étaient avec le président Kabila, ils sont aussi responsables d'une manière ou d'une autre de ses bilans, de son bilan, vous comprenez? Donc ces bilans ici, nous en serons tous responsables à la fin de la mandature. Non, vous pouvez regarder de faire cette population etc. et avant de passer à autre chose, vous pouvez dire, Francis Tchibalabala, droit devant cette population qu'il n'y a pas une crise entre le FCC et le Cash. À ce jour, il n'y a pas une crise parce que moi, je suis en train de relayer les propos du président de la République, qui est le président de toutes ces deux regroupements, si vous voulez, politiques, parce qu'il est au-dessus de la mêlée, il est le président de tous les Congolais, peu importe les tendances. Il a dit, il n'est pas gêné par le président Kabila par rapport à sa gestion de la chose publique. Il a dit que pour lui, cette coalition est opportune parce que nous n'avions pas obtenu la majorité aux deux chambres du Parlement. Donc nous sommes obligés d'être dans cette coalition, excusez-moi, pour gérer ensemble la République. Donc je suis sur cette voie et le président Kabound aussi ne s'est pas contredit avec le président de la République parce qu'il n'a pas suspendu la coalition, il n'a pas non plus rompu la coalition avec le FCC. Merci. En tout cas, la toute dernière question, vraiment, dans ce dossier, c'est vrai que vous nous répétez tout le temps que vous n'avez pas, en tout cas, la majorité à l'Assemblée nationale. On répète tout le temps cela. D'ailleurs, il y a même un organisme de la société civile qui demande encore, je vous avais posé cette question, si le président de la République peut carrément dissoudre l'Assemblée nationale, pour qu'il ait enfin, parce qu'aujourd'hui le peuple a compris, le peuple avait peut-être mal voté, mais aujourd'hui le peuple a compris que pour que le président puisse être tranquille, entre guillemets, il faut une majorité. Ne peut-il pas, n'a-t-il pas ce pouvoir de dissoudre cette Assemblée nationale, faire des élections anticipées, et qu'il ait enfin sa majorité? Là, il n'y aura plus de guéguerre, il n'y aura plus de consultance, il sera libre de pratiquer enfin sa politique. Il a lutté pendant 37 ans pour ça. Madame, vous savez que les élections, rien ne vous rassure que si jamais on recommençait les élections, nous aurons la majorité à l'Assemblée. Vous n'êtes pas sûr? Parce que c'est vous qui aurez la CENI. Vous êtes au pouvoir. Non, voilà pourquoi. C'est nous qui aurons la CENI. Non, c'est une très mauvaise conception de choses. La CENI, elle est indépendante. La CENI ne peut nous donner que les résultats sortis des urnes. Rien ne nous rassure. Vous avez peur, vous n'êtes pas très sûr que vous allez... nous n'avons pas peur. Nous disons tout simplement que les élections anticipées sont inopportunes. Du moment que le président lui-même, il dit qu'il a des marges de manœuvre suffisantes en tant que président, il dit qu'il a les épaules larges pour gérer, il est en train de gérer, il est libre de ses mouvements, il est libre de penser République, moi je crois que c'est l'essentiel. Donc si au sein de formations politiques, il y a des gens qui tirent à boulet rouge d'un côté comme de l'autre, et que... l'opinion peut croire que les présidents est muselé ou les présidents est en difficulté de gérer la République, je crois qu'ils doivent changer d'opinion. Donc le président lui-même, au travers plusieurs déclarations, il a dit qu'il est en train de travailler. Il a toujours besoin du président Kabila parce que c'est le seul ancien président que nous avons au pays. C'est lui qui connaît la République mieux que quiconque. Et chaque fois que le président se trouve peut-être bloqué, il va faire recours à lui. C'est même nous qui sommes aujourd'hui à l'Assemblée provinciale, il nous arrive parfois, pour certaines questions, d'en référer à nos prédécesseurs pour demander conseil. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas non plus un péché. Si nous voulons bien faire les choses, nous devons avoir l'humilité d'en référer à ceux qui nous ont précédés dans la gestion.
Nous allons parler d'ailleurs dans ce prochain dossier des voyages du chef de l'État. Il est revenu ce dimanche et il a assisté, comme vous l'avez nous tous, comme nous l'avons nous tous suivi, hein, à la messe inaugurale du cardinal Fridolin Ambongo. Il a fait une tournée en Europe et nous allons parler aussi, de la visite de quelques hommes d'affaires au ministère des Affaires foncières. Adulé partout où il passe, le chef de l'État de la RDC a encore eu droit à un accueil chaleureux de ses compatriotes vivant ici en France. Poignées de main, accolades et brèves discussions dans une ambiance saine ont caractérisé ce moment. Pour la diaspora congolaise, il était question de démontrer son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'était pas en reste. Le séjour français du président de la République démocratique du Congo est à circonscrire dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Fachi est l'invité de Macron. Ces assises de 2 jours, qui s'ouvrent déjà ce mardi 12 novembre, connaîtront la participation de 136 délégués, dont 30 chefs d'État. Ce forum va s'épancher sur le problème que connaît le monde aujourd'hui en termes surtout de paix et de sécurité. L'on évoque aussi un probable tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Félix Antoine Tshisekedi. Le séjour français de Félix Tshisekedi devrait aussi faciliter le réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Kinshasa. Ces échanges entre le ministre provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat et le patron d'Api Congo ainsi que les partenaires constructeurs sud-africains ont tourné autour de la construction des 240 000 maisons qui seront lancées d'ici peu à Kinshasa. En croire le patron de la société Api Congo, Gabriel Chabani Lissassi, ces travaux vont tout d'abord débuter à Maluku et à Mitendi. On va construire la ville. Et pour construire la ville, on a besoin de beaucoup de partenaires. Donc vous avez vu les Chinois, les Portugais, tout le monde sont venus ici. Mais maintenant, nous avons des partenaires, il y a des Angolais aussi qui sont venus. Nous avons des partenaires sud-africains qui sont venus aussi pour la même chose. Ils vont construire la ville de Kinshasa et financer les constructions. Maluku, Mitendi, CPA, donc c'est prévu déjà pour 2000 maisons d'abord et puis l'année prochaine, on va augmenter les rythmes. Venus participer à ce projet de construction, les partenaires sud-africains n'ont pas manqué de dire mot. As a South African company, we're here to see what value can we add to the lives of the Congolese people. Oui, nous sommes une société, comme il dit, nous sommes une société sud-africaine. Nous venons construire la ville de Kinshasa avec le partenariat du gouvernement et avec le partenaire aussi de M. Gabi, le président Gabi. Nous sommes ici et voilà, nous sommes en discussion avec le gouvernement. Attendons la suite. Can we add into the development of the country? À noter que les travaux de construction des 240 000 maisons avec Api Congo et d'autres partenaires seront exécutés dans le cadre de l'opération Kinyasika qui sera lancée pour bientôt par les gouverneurs de la ville et le président de la République. Francis Chibalabala, le chef de l'État est revenu de son périple européen. Pour vous, les voyages du chef de l'État ont vraiment des retombées pour la République démocratique du Congo? Bon, pas pour moi seul, pour tous les Congolais. Parce que je crois que les Congolais ne sont plus dupes. Et les Congolais sont aujourd'hui matures. Ils savent voir les retombées que nous avons enregistrées des différents voyages du président de la République. Donc, quand les présidents voyageaient, certains pensaient que c'était vraiment du plaisir, parce que l'opinion doit retenir que les présidents étaient déjà habitués à voyager, donc l'avion pour lui n'était pas un luxe, mais s'il est fait, il est entre 2 avions, ses balais diplomatiques, etc. C'est uniquement pour l'intérêt des Congolais, pour l'intérêt de la République. Il a lui-même relevé que ces différents voyages ont ramené au pays plus d'1,5 milliard et il ne s'est pas arrêté là parce que la République a beaucoup de problèmes qui nécessitent bien entendu une action efficace pour que ces problèmes soient solutionnés. Donc le président de la République a une raison légitime de voyager à tout moment
Et ces voyages, étant donné que ça nous permet d'abord, la République, de nous ouvrir à d'autres pays, ça soigne quand même l'image de la République. À un moment donné, nous avons évolué dans l'autarcie pratiquement, alors que alors qu'en principe, aucun État ne peut se suffire. Nous avons besoin de concours des uns des autres. Nous avons besoin de ramener, par exemple, des capitaux, de ramener des investisseurs dans notre pays. En venant ici, ils vont créer de l'emploi pour les compatriotes qui sont au chômage, etc. Donc, le voyage du président, moi, je l'encourage. Mais je sais aussi que nous qui avons l'habitude parfois de prendre les avions, c'est aussi un danger. Exactement. Donc, c'est vraiment un danger. Il ne peut pas accepter, personne n'acceptera de mourir et laisser la présidence de la République. Donc, il accepte de braver tout ce qu'il y a comme danger pour les Congolais. Et je crois que nous devons l'applaudir plutôt que de les décourager. Nous devons l'applaudir plutôt que de le décourager, c'est vrai, mais dans le plan interne, la RDC, selon Luzolo Bambi, fait à l'époque, déjà sous Kabila, il y avait un coulage de recettes d'au moins 15 milliards de dollars par an. Le président de ses voyages a ramené 1 milliard quelque chose dans le pays. La question que moi je vous pose, est-ce qu'on ne peut pas d'abord mettre de l'ordre chez nous ici, fermer les robinets, lutter contre la corruption, lutter contre tous les antivaleurs, que le climat des affaires soit allégé et tout ça. Si nous soignons l'intérieur, l'extérieur viendra d'être. Parce que je pose la question, comment les investisseurs vont venir quand il y a la guerre à l'Est? Comment les investisseurs vont venir quand il y a l'Ebola? Comment les investisseurs vont venir quand il y a trop de taxes, trop de rétrocommissions, trop de problèmes en interne? Est-ce que le président ne doit-il pas d'abord réparer l'interne, permettez l'expression, comme Kwege, réparer l'interne pour que l'extérieur puisse venir? Bon, vous savez, madame, le président est sur plusieurs fronts. À l'interne, par exemple, quand il a pris ses fonctions, il avait dit qu'il va lutter de manière acharnée contre la corruption. Il va instaurer l'état de droit, parce que l'état de droit va engendrer, bien entendu, l'assainissement du climat des affaires. Parce que les investisseurs ont besoin de beaucoup plus de garanties pour venir investir au pays. Vous comprenez? Donc, quand on a un état de droit, tout le monde, que ce soit les expatriés, que ce soit les Congolais, nous serons soumis à la loi, et que ça va créer un bon climat d'affaires, les investisseurs viendront. Lutter contre la corruption en interne, parce que nous savons tous que, d'ailleurs, s'il faut reproduire la phrase du professeur Luzolo, lorsqu'il disait que par an, plus de 15 milliards entraient dans les poches des gens, etc., cet argent-là, si on combat la corruption, on combat les détournements, comme c'est le cas avec le président de la République, cet argent servira à la République. On peut l'affecter pour des grands projets, par exemple, pour les soins de santé gratuits ou les soins primaires, les soins de santé primaires, par exemple, gratuits, pour l'université gratuit, pour l'enseignement des bases gratuits. Mais les présidents ne pouvaient pas parce que, quand vous savez, quand il a pris ses fonctions, il s'est passé plusieurs mois avant que le gouvernement en arrive. Et pendant ces temps, il devait, bien entendu, aller ça et là pour chercher de l'argent. Et c'est grâce à ces voyages qu'on a pu obtenir l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. C'est dans l'actif du président. Tous nous savons que ça demande beaucoup d'argent et sans ce voyage, on n'aurait peut-être pas ce moyen. Donc il y a des mesures urgentes que nous devons prendre. Il y a aussi des mesures qui viendront de façon programmée, etc. C'est vrai que le gouvernement a pris un laps de temps avant d'être créé et le président avait lancé les 100 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais donné le compte-rendu de ce qui a été fait pendant les 100 jours. Peut-être on attendra toujours les bilans de ces 100 jours. Mais nous allons revenir par rapport aux 240 000 maisons programmées par Happy Congo et quelques partenaires sud-africains qui sont venus. Pour vous, c'est une bonne chose pour la ville de Kinshasa qui est ces constructions? Bon, moi je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pourquoi? Parce que, il y a un sérieux problème d'habitat dans notre pays. Et il y a aussi des problèmes sérieux de construction anarchique. Et la plupart des constructions que nous avons dans la ville de Kinshasa l'ont été sans respect
de normes urbanistiques. Et ces constructions d'ailleurs vont suivre les règles urbanistiques. Ça va nous épargner des érosions que nous venons de décrier. Ça va nous épargner beaucoup d'autres conséquences néfastes qui sont fonction des constructions anarchiques et des constructions qui ne respectent pas les conditions urbanistiques. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Ça permettra aux Congolais d'habiter dans des maisons qui sont très bien construites, dans des maisons qui remplissent quand même certaines normes d'habitation. Et c'est vraiment une très bonne chose. J'encourage. C'est votre juridiction. En effet, j'encourage les auteurs du projet. Et les Kinois seront contents si jamais ces maisons deviennent effectives. Et nous, en tant qu'élus Kinois, nous sommes très fiers de ces projets. Et nous allons bien entendu mobiliser les Kinois pour que chacun puisse obtenir quand même 240 000 maisons. C'est beaucoup, bien que la population aussi entre 15 millions, etc. Mais ça va quand même permettre de loger quand même de nombreuses familles. Nous allons parler un peu économie, nous allons parler de la paix et de la redevance minière au ministère du Commerce extérieur et la présentation du rapport annuel de la BCDC. Secrétariat général au commerce extérieur. Un engouement particulier y règne dans les couloirs. La raison est simple, les agents de l'administration vont toucher leurs primes issues de la redevance minière. C'est quand même au État qui dit la bicho. État, agent du commerce extérieur, nous étions venus aujourd'hui pour prendre notre part qui était la redevance. Étant donné que nous avions fait des revendications, et ça a produit quand même les fruits, les autorités ont jugé bon que nous puissions d'abord toucher ce qui est là, et nous sommes contents parce que les autorités nous ont suivis et ils ont réagi à temps. Merci au président de la République, merci à son excellence. Désolé, ce sont les aléas de la technique. Voilà, nous allons prendre nos dossiers, nous allons parler des attaques des ADF, et évidemment de quelques bonnes prises de notre armée à l'est de la République et de la lettre de Human Rights Watch. Qui a pris la décision, c'est elle qui est capable de retirer cette signature. Nous, à ce niveau, nous allons retirer la signature. Voilà, c'est cette incompréhension-là de texte qui est à l'origine de tout ceci. À noter que cette prime a été celle du mois d'octobre. Tous les agents comptent sur la régularité, mais surtout espèrent que celle-ci sera revue à la hausse pour les mois à venir. Il s'est agi d'un devoir de transparence. En présence de ses clients, partenaires, actionnaires publics et privés, le directeur général de la BCDC a présenté les comptes de l'exercice 2018 de son institution. Dans son speech, Yves Cupers a fait savoir que depuis ces 20 dernières années, l'année 2018, la BCDC a réalisé un bénéfice net après impôt de 11,7 millions de dollars. Yves Cupers est aussi revenu sur le fait marquant l'année 2019. Occasion pour le patron de la BCDC d'éclairer l'opinion sur son éventuel rapprochement avec Equity Bank. Au regard de ces résultats, la BCDC dit atteindre ses objectifs.
Pour rappel, l'année 2019 est celle du 110e anniversaire de cette institution bancaire. Nous sommes revenus sur l'élément de la présentation du rapport annuel de la BCDC, mais j'ai relevé quelque chose. Le responsable de cette banque a parlé qu'à l'époque, il y avait 22 banques, aujourd'hui il y en a 16, des banques commerciales en République démocratique du Congo. Vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et beaucoup de vos administrés se plaignent que les banques semblent être des mythes très loin, les crédits sont difficiles, les banques octroient difficilement des crédits et tout ça. Est-ce que vous avez déjà parlé de cette situation des banques à votre Assemblée provinciale? Bon, on n'a pas encore parlé de ces situations-là. Mais nous savons tous que les conditions d'octroi des crédits sont parfois très dures parce que bon, des banques sont aussi un peu craintives, hein, il faut le dire ainsi. Ils craignent un peu l'insolvabilité de certains débiteurs parce qu'il y a des gens qui vont parfois contracter des crédits et quand arrive le moment de payer, ils sont plus en mesure de les faire et ce sont des banques qui enregistrent de pertes, etc. Et comme vous le savez, les banques parfois tournent aussi avec l'argent des particuliers et des gens qui vont faire des dépôts, etc. C'est cet argent-là qui leur permet justement de tourner et aussi d'octroyer des crédits à certaines personnes qui les sollicitent. Donc, on n'a pas encore parlé de cette situation, mais la réalité est celle-là. Donc, il faudrait qu'il y ait quand même il faut que cette crise de confiance soit restaurée entre les banques et les particuliers et les clients, etc. Voilà, nous allons un peu à l'est de la République, nous y revenons, nous allons parler des attaques des ADF et de la lettre de Human Rights Watch. La situation est confuse à l'heure actuelle dans cette partie de la province du Nord Kivu. Les activités sont paralysées et c'est la désolation totale dans le chef de la population. Ces rebelles ont dévié la position des éléments de la police nationale congolaise avant de tuer plusieurs civils. Selon le président de la société civile de la place, les bilans provisoires est de 6 morts et 4 blessés graves. Plusieurs localités du groupement en territoire de Beni se vident de leurs habitants. Ce dernier fuit les attaques récurrentes attribuées aux rebelles des ADF. Cette société civile locale plaide encore pour une mise en place du plan des contingences en vue d'une assistance humanitaire à cette population. Ici, il est noté que cette situation affecte aussi les écoles qui sont restées fermées dans le village de Kokola, précise un membre de la société civile d'Aringeti. Rappelons par ailleurs que les forces vives demandent à l'armée de protéger les agglomérations car l'ADF veut se venger contre les civils pour le décourager à soutenir les opérations en cours dans la zone. Par contre, la société civile de la place indique la fuite continue et les bilans pourraient s'alourdir de temps à autre. Une décision concernant le renouvellement des sanctions imposées à l'encontre des 14 personnalités congolaises en décembre 2016 et en mai 2017, renouvelée le 10 décembre 2018, est attendue très bientôt. Voilà pourquoi Human Rights Watch a adressé une lettre à la haute représentante et au ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne. Dans cette correspondance, cette structure a fait savoir qu'un an après l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de la RDC, aucun des 14 individus sanctionnés sous le régime de Joseph Kabila n'a fait l'objet d'enquête ni être traduit en justice pour son implication présumée dans des violations graves de droits de l'homme. Alors que Félix-Antoine Tshisekedi avait promis que son gouvernement donnerait la priorité à une lutte déterminée contre l'impunité, peut-on lire dans ce document. Selon Human Rights Watch, bon nombre des individus sanctionnés par l'Union européenne n'occupent plus les mêmes fonctions. Et certains ont été promus à des postes plus hauts et tout aussi influents, rapporte cette lettre. Pour Human Rights Watch, rien n'indique que ces individus ont perdu leur influence ou encore modifié leur comportement abusif. Elle estime que la levée prématurée des sanctions pourrait permettre au président Félix-Antoine Tshisekedi de ne pas tenir ses promesses. Cette structure plaide en outre pour le renouvellement de sanctions ciblées de l'Union européenne contre les 14 personnalités de l'ancien régime.
et l'appel à envisager d'ajouter Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC, et d'autres hauts fonctionnaires responsables des graves violations de droits de l'homme à sa liste de sanctions. Pour rappel, Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, a récemment plaidé pour la levée des sanctions contre les collaborateurs de Joseph Kabila. Une démarche condamnée par certains Congolais. Voilà, le rapport de la lettre de Human Rights Watch n'est pas du tout tendre par rapport au président Félix Antoine Tshisekedi. D'abord, on dit qu'il a plaidé pour la levée de ces sanctions. Ensuite, que les 14 individus, entre guillemets, comme on les appelle, n'ont subi aucune pression ni jugement. Il y a une sorte de laxisme. Est-ce que tout ça, c'est la coalition qui pèse comme une épée de Damoclès sur, en tout cas, l'impunité dans ce pays? Moi, je n'abonde pas les choses telles que vous le dites. Le président de la République est respectueux des textes de notre pays. Comme vous le savez, nous avons 3 pouvoirs. Pouvoir législatif, judiciaire. Ce sont des pouvoirs... Non, je parle du pouvoir judiciaire. J'ai fait plus allusion au pouvoir judiciaire. Le président, en tant qu'exécutif, il ne peut pas s'immiscer aux affaires de la justice. Mais pourquoi il a demandé la levée? La plupart de dignitaires de l'ancien régime étaient plus sanctionnés parce que, bon, il est certes vrai, on fait allusion aux dénégations de valeurs démocratiques, aux restrictions de liberté, etc., fondamentales, mais des sanctions les concernaient plus parce que, comme vous le savez, ils ne voulaient pas qu'on ait des élections dans ce pays. Et pour les présidents, il a estimé que du moment qu'on a déjà obtenu les élections et l'alternance au sommet de l'État, et que les régimes passés se comportent convenablement. Des crimes humanitaires qui sont non oui, il y a des crimes imprescriptibles. En effet, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, des crimes de guerre, etc. Ce sont des crimes imprescriptibles. Mais est-ce qu'il y a une action qui a été amorcée au niveau de la Cour pénale internationale? Je réponds tout de suite non. Est-ce que la Cour s'était saisie de ces crimes et qu'elle a demandé à ce que la République puisse coopérer au transfèrement, par exemple, de Congolais qui sont sous les coupes d'un mandat d'arrêt international, par exemple? J'ai dit non. Donc, nous, en tant qu'État, notre justice aussi a la possibilité de juger ces genres de crimes. Mais le problème, c'est que le président ne peut pas, lui, demander à la justice de le faire. Donc, la justice... Non, la justice est indépendante. Il a plusieurs fois relevé que s'il y a des compatriotes qui sont lésés par les comportements de ceux qui avaient géré les pays par le passé, qu'ils aillent saisir la justice et ils seront évidemment établis dans leurs droits s'il est avéré que les accusations contre ces gens sont fondées, par exemple. Donc il ne faut pas donner le pouvoir au président qui n'a pas... Qu'on ne rende pas dictateur. Voilà, donc il ne faut pas à tout moment, lui-même a même relevé qu'il n'y aura pas une justice de la présidence et une justice à la présidence. Donc que tous ceux qui sont victimes de violations de leur liberté, par exemple, tous ceux qui trouvent qu'ils ont été injustement arrêtés, qu'ils ont subi des tortures, etc., ils peuvent eux-mêmes porter plainte. Je crois, il y a plusieurs semaines, j'avais suivi l'honorable Jekoko Mulumba qui avait déposé sa plainte contre l'ancien patron de l'ANER. Donc, que chacun des Congolais qui trouve que... Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les institutions pourraient permettre que Joseph Kabila puisse aller à la CPI? Puisque la lettre de Human Rights Watch demande aussi que Joseph Kabila soit cité ou soit mis parmi les présumés coupables. Oui, il n'est pas cité. Il n'est pas cité. Il n'y a aucune sanction qui pèse contre lui. On ne peut pas opiner sur quelque chose qui n'est pas réel ou qui n'est pas encore arrivé.
Donc nous, en tant que, par rapport à la collaboration, nous sommes tenus de collaborer avec la CPI. Nous sommes, Et si la CPI, nous sommes membres de la... politique fiction. Avons... Si la CPI demandait à ce que Joseph Kabila puisse être transféré, vu la coalition, est-ce que vous le ferez? Vous allez livrer Joseph Kabila? Moi, personnellement, je n'aime pas émettre des avis sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. On attend les moments. Si il viendra, je crois que, en toute responsabilité, le président va donner sa position. Mais vous devez retenir que nous sommes membres, nous avons signé les statuts de Rome, nous sommes membres de la CPI, nous sommes obligés, en tant que membres, de collaborer avec la CPI. Si jamais la CPI nous demandait les transfèrements d'un Congolais... Je précise, de Joseph Kabila. Je crois que... Vous ferez, hein? Vous allez respecter le traité de Rome. Le message est passé. Attaque ADF à l'est de la République, c'est devenu récurrent, ces attaques à l'est de la République. C'est vrai que notre armée, nous le félicitons, il y a eu vraiment beaucoup de bonnes choses. Ils ont récupéré certaines localités et tout ça. Mais je voulais vous poser cette question, je ne sais pas si à l'Assemblée provinciale vous en avez parlé, de cette mutualisation des forces à l'est de la République. Il y a des gens qui ne comprennent pas et se demandent est-ce que l'armée ougandaise entrera en RDC, l'armée rwandaise, l'armée burundaise. Est-ce que vous avez expliqué à votre base un peu c'est quoi cette mutualisation des forces pour lutter contre ces rebelles ou ces rébellions qui ne sont pas en fait des rébellions de la RDC? Madame, vous savez, la question de différentes rébellions qu'il y a eu dans notre pays ont beaucoup de ramifications. Donc le problème que la partie est de la République connaît, il y a vraiment beaucoup de ramifications. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs politiques congolais et étrangers, même des multinationales, qui sont concernés dans ce qui se passe à l'est du pays parce qu'ils en tirent bénéfice. Le président Félix, quand il a prêté serment, il avait promis de pacifier l'Est. Il avait même promis d'installer les QG de l'armée, l'état-major de l'armée à l'est du pays. C'est tout simplement parce qu'il avait compris les réalités qui se passent là-bas. Donc, non, il y a déjà l'état-major. L'état-major est installé là-bas. Et le fait pour lui de coopérer avec les États voisins, c'est une meilleure façon de contenir toutes ces poches de résistance. Il faut expliquer à cette population, cette mutualisation n'est pas une invasion, non. Absolument. Oui. C'est-à-dire nous devons, les armées de pays frontaliers de l'Est du pays, par exemple, doivent coopérer, travailler en synergie avec notre armée, parce que les ADF causent aussi des problèmes, pas seulement au Congo, même dans d'autres pays frontaliers. J'ai fait allusion, je crois, à l'Ouganda. Il y a aussi des problèmes là-bas. Et il faudrait que nous puissions conjuguer les efforts, c'est-à-dire mettre en commun une stratégie pour contenir toutes ces poches de résistance, parce que certains groupes armés, ont la base arrière dans des pays voisins. Et il faut une grande diplomatie pour conscientiser les responsables ou les présidents de ces différents pays à considérer que non seulement ils sont en train de causer mort dans notre pays, ils seront pas épargnés si jamais ils décidaient aussi d'opérer dans leur pays respectif. Voilà pourquoi il faudrait, étant donné que c'est une question qui concerne la sous-région, le président a dû rencontrer ses homologues, pour qu'ensemble ils puissent mettre en commun les forces, de sorte que ces postes de résistance cessent. Dernièrement, on a enregistré des morts. Ce sont des choses qu'on doit qu'on doit vraiment condamner avec véhémence, parce que les Congolais, beaucoup de Congolais sont déjà morts, on a perdu beaucoup de nos compatriotes, et ces décomptes macabres doivent s'arrêter. On ne doit pas continuellement à compter des morts dans ces pays. Dernière question par rapport à la Cour internationale de justice, parce qu'on sait que l'Ouganda devait nous indemniser, mais la RDC a levé cette option. En tout cas, la RDC a suspendu, comme vous aimez bien l'UDPS, ils ont suspendu cette histoire de la Cour internationale de justice. Qu'est-ce qui s'est passé? La RDC est-elle aussi faible pour que cette question-là de l'indemnisation de l'Ouganda puisse être vraiment placée dans les oubliettes? Tout ça, c'est pour l'intérêt ou pour la paix et tout ça? Et pourtant, c'était déjà tranché. L'Ouganda doit nous donner, je crois, si je ne me trompe pas, 10 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais l'Ouganda doit nous indemniser.
Et comment on peut sursoir à cette histoire? On a renvoyé, l'audience a été renvoyée, je crois, s'inédit, d'après les informations que j'ai. Quelle est la contrepartie que nous recevons, vous savez, l'exécution d'un arrêt ne doit pas forcément être judiciaire. Le parti aussi, pour consolider les rapports, les bons rapports qu'ils ont, ils peuvent se convenir d'une réparation à l'amiable, par exemple. Il est certes vrai qu'il y a un arrêt qui condamne l'Ouganda à indemniser la République par rapport aux atrocités qu'ils ont causées dans notre pays, mais cet arrêt peut être exécuté de manière consensuelle, par exemple, à l'amiable entre les deux parties. Ce n'est pas seulement devant les juges ou ce n'est pas forcément par la voie judiciaire que cet arrêt sera exécuté. Vous savez, le président Félix, il n'est pas répressif. C'est quelqu'un c'est un conciliateur. C'est quelqu'un qui aime les gens. Bref, il n'aime pas le rapport de force. Donc nous avons plusieurs fois. C'est ça la relation entre les États. En effet, nous avons rapport des forces. Non, pas forcément le rapport de force. Non, vous savez, la diplomatie peut résoudre beaucoup de problèmes. Nous avons plusieurs fois appliqué la voie militaire et nous en connaissons les résultats. Donc je crois que la voie du président, elle est bonne. Il faudrait que nous puissions transiger peut-être, je ne sais pas si c'est cela la motivation, mais moi je crois que c'est peut-être dans ces cadres-là que l'Ouganda puisse nous indemniser. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas bénéficier de ces montants, de cette somme. Non, il y a plusieurs autres manières de résoudre un problème, pas forcément passer par le voie judiciaire, etc. L'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs, nous courons derrière le temps, le baladeur, la réaction de la population par rapport aux propos du cardinal Ambongo sur la gratuité de l'enseignement et la poursuite du procès de l'AG de l'hôpital ou de la polyclinique Vijana. Assurer la gratuité de l'enseignement des bases sur toute l'étendue du pays et en même temps payer un salaire convenable à tous les enseignants des écoles publiques, c'est l'objectif du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. En effet, les personnes rencontrées disent que le cardinal Ambongo a raison de s'inquiéter pour les salaires des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Il faut qu'on mette en place donc une structure très bien définie afin qu'on puisse commencer à payer très bien les enseignants. Ambongo a totalement raison parce que moi je ne peux pas être enseignant et je pars enseigner gratuitement. Je sais que Ambongo a parlé, mais ce n'est pas du tout mauvais. Mais de son aspect, il a parlé du côté les écoles catholiques. Par contre, beaucoup veulent que l'Église catholique se conforme aux exigences de l'État congolais. Parce que chez les catholiques, il exagérait beaucoup avec les frais, c'est pourquoi les enseignants s'y retrouvaient. Mais ce n'est pas pour les écoles de l'État. Chez l'État, les enseignants souffraient beaucoup parce qu'ils touchaient peu d'argent. Un enseignant, normalement, on va suivre l'ordre des chefs de l'État. Quand il a fixé les salaires, c'est pour tout le monde. Que ce soit les licenciés, que ce soit les gradués. Ils ont leur niveau par rapport à leur salaire. Donc on va d'abord se conformer à ce que les chefs de l'État ont. Que tout le monde sont des enseignants. Il n'y a pas de différence que des enseignants catholiques, des enseignants privés, non, tout le monde ce sont des enseignants. Comme l'État a décidé de payer ce qu'il a fixé, qu'on accepte. Pour rappel, le gouvernement congolais avait décidé de réajuster les salaires des enseignants sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, l'enseignant le moins payé touche un salaire moyen de 410 284 francs congolais, soit 245 $ américains. C'est vendredi 15 novembre, à la Haute Cour militaire, le parti civil ont été à la barre pour plaider en charge des prévenus du meurtre de l'administrateur général de l'hôpital Vijana. Dans leur plaidoirie, les avocats des partis civils ont argumenté sur les 4 infractions mises à charge de prévenus. Il s'agit de l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à leurs devoirs et à la discipline, l'arrestation arbitraire, torture et meurtre. Les avocats conseils des partis civils se sont
sont appuyés sur les dépositions des différents témoins et renseignants pour établir la cohérité qui existe entre les prévenus dans la commission de ce meurtre. Le parti civil ont sur ce dégagé des responsabilités en tenant Dolly Makambo et Bakashuraki Semei comme auteurs intellectuels de ces meurtres. Les avocats des partis civils ont quant à se réclamer des dommages et intérêts tout en démontrant les degrés de participation criminelle de chacun des prévenus. Le ministre provincial de l'Intérieur et son garde rapproché étant des préposés de l'État, les partis civils réclament l'équivalent en francs congolais, la somme de 10 millions de dollars. La prochaine audience a été fixée pour ce lundi 18 novembre, le jour de la plaidoirie de la défense. Francis Chibalabala, je vous attaque parce que mes téléspectateurs ont dit de vous poser cette question. On attendait à ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa puisse voter la démission du ministre de l'Intérieur, du ministre provincial de l'Intérieur, parce que qu'on le veuille ou pas, bon, le policier était commis à son service. On fait le parallélisme avec Jean-Pierre Bemba, bien que comparaison n'étant pas raison. On dit que Jean-Pierre Bemba n'est jamais allé en Centrafrique, mais elle a été jugé responsable de ce qu'ont fait ces militaires en Centrafrique. Donc le ministre Dolly Makambo, si je ne me trompe pas, c'est le nom, est responsable parce que c'est le policier commis à son service qui a commis cet acte. Pourquoi vous avez voté pour qu'il continue à travailler? Bon, à l'Assemblée provinciale, lorsque nous avons par la voie de ondes, même par les billets des réseaux sociaux, on a eu cette information-là. Tout de suite, on a dépêché une équipe. J'étais parmi les membres du bureau qui étaient descendus sur place pour nous enquérir par nous-mêmes de la stricte vérité des choses, parce que vous savez, les réseaux sociaux, parfois, il y a des informations qu'il faut prendre avec des pincettes. Il fallait arriver sur place. Quand nous sommes arrivés, nous sommes enquéris de la situation. Et les députés provinciaux étant informés, il y a l'honorable Osé Badibanga qui avait initié une question orale avec débat à l'endroit du ministre pour qu'il vienne expliquer la représentation provinciale, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Malheureusement, à l'audience fixée, le ministre n'était pas présent parce que détenu au niveau de l'auditorat, il ne pouvait pas venir répondre aux questions posées dans la question orale avec débat. Et ayant constaté que les ministres n'étaient pas venus, certains députés ont estimé qu'il faut que nous fassions une recommandation au gouverneur pour que celui-ci puisse les suspendre provisoirement. Étant donné qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence, il n'est pas encore condamné, on peut les suspendre provisoirement. Et dans la même décision, on peut désigner, ou dans la foulée, on désigne un intérimaire qui viendra éclairer la représentation provinciale de ce qui s'est passé réellement. Il vous souviendra qu'il y a eu des décomptes macabres. Le 28, le 29, le 30, 3 Quinois sont morts. Les morts qui ont été causés par des hommes en uniforme, des gens qui sont censés protéger les civils, protéger les Quinois. Et vraiment, nous étions tous affligés par rapport à ce qui s'est passé, remontés en même temps parce que ce sont des gens qui ne pouvaient pas causer la mort, ils ont pour mission de protéger les Quinois. Et on avait besoin de toutes ces explications-là. Arrivé pendant la plénière, il y a eu certains députés se sont prononcés contre sa suspension parce que, estimant qu'il est déjà entre les mains de la justice, c'est la justice qui va décider de son sort, et d'autres avaient voté pour sa suspension et qu'on désigne un intérimaire. Nous sommes en démocratie. En démocratie, c'est la majorité qui triomphe toujours. Donc sur 38 votants, parce qu'on avait soumis au vote cette question, sur 38 votants, il y a 20 qui ont voté contre sa suspension et 18 ont voté pour sa suspension. Donc, étant donné que la dictature de la majorité avait triomphé, ceux qui avaient voté contre s'étaient inclinés tout simplement. C'est les temples de la démocratie. Nous devons respecter les points de vue des autres. Et la suite Et il est à la disposition de la justice. On attend, bien entendu, la décision qui va venir. Et si jamais il n'y est pour rien, certainement il sera acquitté.
Mais si sa responsabilité est d'une manière ou d'une autre établie, je crois qu'il ne va pas échapper aux foudres de la loi, parce que la prévention pour laquelle il est mis en examen est prévue dans le code de justice militaire. Je crois il sera condamné si sa responsabilité est établie par rapport à ce qui s'est passé. Nous allons parler de la gratuité de l'enseignement. Les propos du cardinal Ambago soulèvent beaucoup de polémiques. D'ailleurs, les gens disent que l'Église catholique est entrée en rébellion par rapport à la gratuité de l'enseignement et que selon certains, nous avons suivi, cette gratuité a été trop rapide, mal préparée, mal conçue et tout ça. Est-ce que les écoles conventionnées catholiques ont aujourd'hui raison de dire que non, cette gratuité a été trop rapide, mal pensée, mal non, préparée? D'abord, j'ai dit, moi, je ne partage pas cette opinion-là. Pourquoi? Parce que la gratuité de l'enseignement est contenue dans notre Constitution. C'est comme les découpages, c'était contenu dans la Constitution. C'est contenu dans notre Constitution et la Constitution, c'est la loi suprême qui doit être respectée par tous les citoyens, par tous les Congolais, en commençant par les numéros 1, dont les premiers d'entre nous, les présidents de la République. Vous comprenez? Donc, les présidents de la République, qui est produit de l'UDPS, l'UDPS est un parti qui s'est toujours battu pour le respect des textes, pour l'état de droit. Vous comprenez? Donc, il ne pouvait que faire appliquer la Constitution par rapport à ça. Donc, c'est comme, étant donné que c'était prévu dans la Constitution. Bon, dire que le moment n'était pas indiqué, moi, je crois que c'est irresponsable, parce que c'est comme si vous demandez au président de faire un troisième mandat. C'est comme si vous demandez au président de ne pas appliquer certaines dispositions constitutionnelles. Lorsque une constitution est promulguée, elle est promulguée pour qu'elle soit appliquée au lendemain de la promulgation. Donc, il est certes vrai qu'il y a certaines contraintes, notamment budgétaires, qui font que il y a des remous ça et là, compte tenu de certains salaires qu'ils perçoivent. Avec l'aide extérieure, ça peut aller avec l'aide de oui, en effet, parce que oui, en effet, avec les dons qui vont nous arriver, et aussi même les budgets des 10 milliards, nous sommes passés de 4 milliards à 10 milliards, il y a, je crois, l'enseignement a à lui seul, je crois, 20% du budget, si je ne m'abuse, 20% du budget, et je crois que dans les années ou dans les jours qui viennent, tout sera bonifié. J'en appelle aussi aux enseignants des écoles conventionnées catholiques de prendre leur mal en patience, de ne pas considérer qu'ils sont marginalisés, parce que d'ailleurs, je souhaite personnellement qu'on puisse uniformiser les salaires. Vous avez rencontré ces enseignants, vous êtes élu provincial de Massina, si je ne me trompe pas. En effet, oui. Est-ce que vous avez rencontré ces enseignants? Est-ce que vous avez parlé avec eux de leurs préoccupations? Bon, ils veulent tout simplement qu'on puisse majorer leur salaire. Parce que dans certaines grandes écoles, par exemple Boboto, etc., les enseignants touchaient plus que ceux qui touchent aujourd'hui. Or, les enseignants des écoles officielles, ils ont vu leur salaire être majoré. Donc, ils ont bénéficié des 194 000 en plus de ceux qui touchaient depuis plusieurs années. Et au mois de janvier, ils vont encore bénéficier d'une autre majoration. Je crois que c'est 240 000, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont intacts. Et eux trouvent que c'est insignifiant parce qu'ils étaient habitués à un salaire à visage humain. Mais ils doivent aussi considérer que la gratuité bénéficie et à leurs enfants et aux enfants de leurs frères, sœurs, de leurs tantes. Donc si ils sont contre la gratuité, donc les enfants de leurs frères, tantes, etc., n'auront pas accès à l'école parce que les enseignants des écoles officielles vont aussi exiger qu'ils touchent les mêmes montants que celui touché par les enseignants des écoles catholiques, conventionnées catholiques. Donc ils doivent considérer que la République leur appartient aussi. Cette gratuité bénéficie à tous les enfants congolais. Et ça va faire en sorte que les taux d'alphabétisation sera vraiment galopant. Cela ne va pas toucher la qualité de l'enseignement. Non, mais déjà, il y a des grèves, le calendrier scolaire risque de ne pas être respecté et tout ça. Est-ce que cela ne touche pas la qualité de l'enseignement? Les enseignants ont charbons ardents par rapport les enseignants ont une éthique, un code de bonne conduite qu'ils ont toujours, je crois, signé en tant qu'agents de l'État. Et ils doivent faire leur travail avec conscience. Aujourd'hui, par exemple, c'est que touchent les magistrats, c'est que touchent les médecins, c'est insignifiant par rapport
au travail qu'ils abattent, comment vont-ils résister à la corruption pendant qu'ils sont très mal payés? Vous comprenez? Les députés aussi ne sont pas... Comparaison, j'ai suivi quelque part dans un pays dans le monde que quelques députés ont voté pour qu'il y ait baisse de leur rémunération. Est-ce que vous, les députés de notre pays, non, mais les députés... Est-ce qu'on ne pouvait pas voter qu'il y ait aussi baisse de vos rémunérations pour que d'autres corps sociaux puissent avoir aussi d'autres avantages? Les députés ne touchent pas grand-chose. Renseignez-vous, madame. Francis Tchibalabala, ils ne touchent pas grand-chose, mais la Constitution elle-même dit que les députés doivent toucher un salaire considérable. Ils doivent être mis dans des bonnes conditions. Celui qui vous a appris à parler français ne peut pas avoir de la considération. Nous nous battons pour ça, pour que leurs conditions sociales soient aussi améliorées. Vous savez qu'en Corée, le meilleur corps social, c'est l'enseignant. C'est lui qui donne l'avenir. Nous nous battons aussi pour ça, étant donné que c'est aussi le leitmotiv du président par rapport à son action d'améliorer les conditions sociales des enseignants, des fonctionnaires, de tous les Congolais en général. Il a intégré aussi cet aspect de choses. Voilà pourquoi il a commencé par le premier palier. Le deuxième palier va suivre. Donc, qu'ils soient patients, leurs conditions seront bien entendu améliorées, mais ce n'est pas à la première année du président que toutes les conditions tous les problèmes que rencontrent les enseignants vont trouver solution. Donc le président est en train de s'y pencher et tout son gouvernement bien entendu. Et d'ailleurs je profite de votre micro pour saluer aussi le dynamisme des ministres qui sont de ces gouvernements, et même le Premier ministre, qui sont vraiment en train de travailler pour la République. Ils sont dans la politique du président de la République et dans les jours qui viennent, il y aura une certaine amélioration. Merci beaucoup en tout cas, Francis Tchibalabala. Le temps qui nous a été imparti est terminé. Merci à vous. Vous êtes vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci donc d'être passé à la barre. Merci, la porte est ouverte. C'est moi qui vous remercie. Et aussi, je profite de votre micro pour informer mes électeurs que le 24 de ce mois, donc le 24 novembre courant, je tiendrai un meeting au terrain municipal de Massina. Ils sont tous invités parce que ils doivent me dire tout ce qu'ils ont comme desiderata. Et moi également, je vais échanger avec mes électeurs par rapport à mon action depuis que j'ai été élu et aux projets, aux perspectives d'avenir, par exemple, ce que je ferai pour mes électeurs. Donc, ils viennent. En même temps, je vais expliquer l'accord FCC-CACH parce que les gens doivent comprendre que nous sommes obligés d'être dans cette coalition parce que nous, UDPS, nous n'avons pas la majorité parlementaire. Okay. Voilà, donc je vous remercie encore une fois pour tout. 24, hein? Le 24 novembre. Le 24 novembre, donc au terrain municipal de Massina, venez écouter Francis Tchibalabala. Il va vous expliquer en tout cas beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et il va essayer en tout cas de les éclaircir. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, à toutes les téléspectatrices de Congo Web Télévision. Je dédie cette émission à ma sœur qui nous a quittés hier, Marie-Jeanne Kimpiob. Que ton âme repose en paix. Je te dédie cette émission en souvenir de notre papa Yvon Kimpiob. 10 ans après sa mort, tu es allé le rejoindre. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire à Alva Kediazo. Merci, bon anniversaire à toi. Et merci à celle qui m'a habillé ce dimanche, Fanny Mondina. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.